Mon mari voulait notre voisine dans notre lit. J'ai invité son mari à la place. Donc, mon mari Oliver et moi étions mariés depuis 12 ans quand il a commencé à agir bizarrement avec notre voisine Diane. Elle avait 60 ans, était divorcée et avait emménagé à côté il y a 6 mois. Oliver avait soudainement besoin de faire du jardinage chaque fois qu'elle était dehors. Il lui avait proposé de porter ses courses, de réparer sa clôture, de nettoyer ses gouttières. Je pensais qu'il était simplement serviable jusqu'à ce que je remarque qu'il passait 3 heures à réparer une poignée de porte qui ne nécessitait que 5 minutes de travail. Un soir, Oliver m'a assise pour une conversation sérieuse. Il a dit que notre mariage avait besoin d'être pimenté et qu'il avait trouvé la solution parfaite. Il voulait inviter Diane dans notre chambre. J'ai ri en pensant qu'il plaisantait. Ce n'était pas le cas. Il a dit que Diane était expérimentée et sophistiquée et qu'elle pourrait nous apprendre des choses. Il en avait déjà discuté avec elle et elle était intéressée. Il avait parlé à notre voisine de notre vie sexuelle sans même me demander mon avis d'abord. Oliver a dit que j'étais fermé d'esprit et que les femmes mûres avaient leur moment. Il a vraiment utilisé ces mots, avoir un moment, comme si c'était une tendance qu'il avait lue en ligne. Il a dit que Diane avait déjà été avec de jeunes couples et qu'elle savait comment mettre tout le monde à l'aise. Il planifiait cela depuis des mois, apparemment, prenant des cafés avec elle pendant que j'étais au travail, discutant des dynamiques et des limites sans moi. Il avait déjà dit à Diane que j'étais nerveuse mais que je finirais par accepter. Le lendemain, Diane a frappé à notre porte avec des biscuits. Elle m'a fait un clin d'œil et a dit qu'Oliver avait mentionné que j'avais besoin de temps pour digérer les choses. Elle m'a touché l'épaule et a dit qu'il n'y avait aucune pression, mais qu'elle était disponible dès que je serais prête. Elle m'a en fait remis une liste de ses disponibilités pour le mois suivant. Comme pour prendre un rendez-vous chez le dentiste. Oliver se tenait là, rayonnant comme s'il avait gagné un prix. J'ai demandé à Diane de partir. Oliver s'est mis en colère, disant que je l'avais embarrassé après tout le travail préparatoire qu'il avait fait. Du travail préparatoire ? Comme si séduire notre voisine était un projet de construction. Il a dit que Diane était une perle rare et que nous avions de la chance qu'elle soit intéressée. Il m'a montré les SMS entre eux. Des dizaines de messages sur ce qu'ils voulaient faire, les positions qu'ils avaient cherchées sur Google, les objets qu'ils voulaient essayer. Mon mari envoyait des SMS à notre voisine de 60 ans depuis 2 mois. Dans un SMS, Oliver disait qu'il me convaincrait, même si cela prenait du temps, parce que Diane en valait la peine. Dans un autre, il disait que j'étais vanille et que j'avais besoin de quelqu'un pour me montrer comment être amusante. Diane avait répondu avec des émojis aubergines. Elle avait 60 ans et utilisait des émojis aubergines. Oliver a laissé son téléphone déverrouillé un jour, et j'ai vu qu'il avait rejoint un forum sur les expériences avec écart d'âge. Son nom d'utilisateur était « Jeune étalon ». Il avait posté pour demander des conseils sur la façon de convaincre les épouses réticentes. Quelqu'un du nom de « Déesse Dorée 61 » lui avait donné des conseils. La photo de profil me semblait familière. C'était Diane. Ils avaient fait du jeu de rôle en ligne avant de m'approcher. C'est là que j'ai appris quelque chose d'intéressant. Diane n'était pas divorcée. Elle était mariée à un homme nommé Georges qui voyageait pour le travail. Il était chauffeur de camion long courrier et partait 3 semaines par mois. Diane ne portait pas d'alliance et disait à tout le monde qu'elle était célibataire. J'ai trouvé Georges sur les réseaux sociaux. Il avait l'air gentil, normal, complètement inconscient que sa femme faisait des propositions à des couples ayant la moitié de son âge. Je lui ai envoyé un message disant que j'étais sa voisine et que j'avais quelque chose d'important à lui dire à propos de Diane. Il a appelé immédiatement de quelque part dans le Nevada. Il s'est avéré que Diane avait déjà fait ça, 3 fois dans 3 quartiers différents. Georges rentrait à la maison pour trouver des voisins furieux et devait gérer les conséquences. Il en était fatigué, mais elle promettait toujours d'arrêter. Il a dit qu'il serait à la maison dans 2 jours et qu'il s'en occuperait. Je lui ai dit de venir dîner chez nous. Ne le dis pas à Diane. La nuit est venue et j'ai dit à Oliver que j'avais changé d'avis. Je voulais essayer quelque chose d'aventureux. Il était ravi. Il a immédiatement envoyé un texto à Diane pour qu'elle vienne. Elle est arrivée dans une robe de chambre en soie, portant des huiles de massage et du vin. Oliver avait tamisé les lumières et mis de la musique. Il avait même acheté de nouveaux draps spécialement pour ça. La sonnette a retenti et Oliver a dit de l'ignorer. J'ai dit que j'avais commandé quelque chose de spécial pour ce soir. Les yeux d'Oliver se sont illuminés,
pensant que j'avais acheté des jouets ou des tenues. J'ai ouvert la porte et Georges est entré. Un M93, 136 kg, épuisé d'avoir conduit 18 heures d'affilée. Il a vu Diane dans sa robe de chambre et a juste soupiré. Diane a laissé tomber le vin. Il s'est brisé partout. Georges a dit, pas encore, Diane. Elle a essayé de courir mais a glissé sur le vin avec ses pieds nus. Georges l'a aidé à se relever et s'est excusé auprès de nous, disant que c'était la 4e fois. Oliver a demandé qui était Georges. J'ai dit, c'est le mari de Diane, et si nous partagions nos partenaires, il était juste que Georges soit inclus. Oliver est devenu blanc. Georges se tient là, dans l'embrasure de ma porte. Cet homme géant qui a l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Et Oliver continue de répéter la même question comme si son cerveau était bloqué. Georges pointe Diane du doigt avec un doigt épais et dit, son mari, d'une voix plate qui montre clairement qu'il a déjà expliqué cela à d'autres personnes dans d'autres maisons. Diane est toujours par terre, essayant de se relever, sa robe de chambre en soie trempée de vin, et elle commence à émettre ce son aigu comme un animal piégé. Le visage d'Oliver fait cette chose où toute la couleur s'en va et sa bouche s'ouvre, mais rien ne sort, juste ce bruit de halètement bizarre. Georges passe devant moi pour entrer dans le salon sans demander, ses bottes de travail laissant des empreintes sur notre parquet, et il se penche pour aider Diane à se relever. Elle saigne de la main là où le verre l'a coupée. De petites gouttes tombent sur le sol et Georges enroule sa chemise en flanelle autour sans rien lui dire. Oliver retrouve enfin ses mots et demande ce qui se passe. Qui est cette personne? Pourquoi est-il dans notre maison? Je dis à Oliver que c'est Georges, le mari de Diane, celui qu'elle a oublié de mentionner pendant tous ses rendez-vous café et ses séances de planification. Diane commence à parler vite, disant à Georges que ce n'est pas ce que ça a l'air. Elle était juste amicale avec les voisins, leur apportant du vin en guise de geste de bienvenue. Georges ne la regarde même pas quand il dit « non ». Juste ce seul mot, mais il atterrit comme un marteau. Le poids de ce seul mot me fait mal à la poitrine parce que je peux entendre toutes les autres fois où il l'a dit. Tous les autres mensonges qu'il a dû écouter. Oliver essaie toujours de comprendre, ses yeux allant de Georges à Diane à moi comme s'il regardait un match de tennis dont il ne comprend pas les règles, lui aussi. Georges s'excuse à nouveau auprès de nous, dit même « désolé pour l'intrusion » et demande s'il peut utiliser notre salle de bain pour nettoyer correctement la main de Diane. Je lui indique la salle de bain du couloir, et il guide Diane dans cette direction, sa main sur son coude comme si elle était une enfant à qui on ne peut pas faire confiance pour ne pas traverser la rue sans regarder. Oliver reste figé dans le salon, entouré de toute sa mise en scène soignée, les lumières tamisées et les nouveaux draps et la musique romantique qui joue toujours un jazz mielleux. Je peux le voir essayer de donner un sens à tout ça. Son fantasme s'écrasant si violemment contre la réalité qu'il a laissé des traces de dérapage. De la salle de bain, j'entends l'eau couler et la voix basse de Georges dire quelque chose que je ne peux pas distinguer. Puis Diane pleurant ses petits sanglots saccadés. Oliver se tourne vers moi, la panique sur tout le visage, et me demande ce que j'ai fait, pourquoi j'ai contacté Georges, comment j'ai même su pour lui. Sa voix a ce ton accusateur comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Je lui dis que j'ai fait des recherches de base, le genre qu'il n'a apparemment jamais pris la peine de faire, comme vérifier si notre voisine était réellement célibataire avant de prévoir de coucher avec elle. Je lui rappelle Google, les réseaux sociaux, les registres publics, tous les outils qui existent pour les gens qui veulent savoir qui ils invitent dans leur lit. Le visage d'Oliver devient rouge maintenant au lieu de blanc, et il commence à dire quelque chose, mais s'arrête quand Georges ressort avec Diane. Sa main enveloppée dans notre bonne serviette, la blanche avec les rayures bleues que nous avons eues en cadeau de mariage. Georges la dirige vers notre canapé et elle s'assoit lourdement, ne regarde personne, fixe juste la tache de vin qui s'étale sur notre tapis. Georges se tient devant Oliver et lui dit que sa femme a fait exactement la même chose dans 3 quartiers précédents au cours des 8 dernières années. Il les énumère comme s'il lisait une liste de courses, Phoenix et Denver, et une ville en Oregon dont je n'ai jamais entendu parler. Chaque fois, il rentre à la maison après un long trajet pour découvrir que Diane a poursuivi de jeunes couples, faisant des plans élaborés, franchissant toutes les limites qui existent. Georges prononce les mots comme s'il était fatigué de s'entendre les dire. Comme si peut-être s'il les disait assez de fois, ils cesseraient d'être vrais. Oliver demande pourquoi Georges reste avec elle si elle continue à faire ça. Et je peux entendre le jugement dans sa voix. Comme si Georges était l'idiot ici. Georges lance à Oliver ce regard qui est à moitié pitié et à moitié dégoût. Le genre de regard que l'on donne à quelqu'un qui vient de prouver qu'il est plus stupide qu'on ne le pensait.
Georges dit que le mariage est compliqué et qu'il y travaille. Qu'il suit une thérapie, essaie de comprendre pourquoi sa femme fait ça, mais que ce n'est pas à lui d'expliquer ses choix en ce moment. Il souligne qu'Oliver a passé 2 mois à envoyer des textos à la femme de quelqu'un d'autre, à planifier des rencontres, à discuter de positions et de jouer avec une femme mariée. Le mot « femme » sonne différemment quand Georges le dit, faisant tressaillir Oliver comme s'il avait été giflé. Diane prend enfin la parole depuis le canapé, sa voix toute tremblante et petite, disant « c'est différent ». Qu'elle et Oliver avaient une vraie connexion, que j'étais le problème pour être fermé d'esprit. Georges rit vraiment à cela. Pas un rire joyeux, mais ce jappement amer de son qui fait que Diane se recroqueville dans les coussins du canapé. Il dit qu'elle a utilisé exactement les mêmes mots à propos du couple à Phoenix. A dit que la femme là-bas était trop coincée et ne comprenait pas leur lien spécial. Il dit qu'elle a dit au couple à Denver que leur connexion transcendait les limites normales, qu'ils se comprenaient à un niveau plus profond. La façon dont Georges le dit donne l'impression que Diane a un script qu'elle suit. Les mêmes répliques pour différents publics. Je demande à Georges s'il veut porter plainte ou poursuivre quoi que ce soit en justice, en pensant aux textos d'Oliver et si les textos comptent comme quelque chose de recevable. Georges secoue la tête et dit qu'il veut juste ramener Diane à la maison et régler ça en privé comme toujours, mais il regarde Oliver et lui dit « Si j'étais intelligent, je réfléchirais bien au genre d'homme qui planifie des rencontres intimes dans le dos de sa femme. » Il le dit doucement mais fermement, comme s'il donnait un conseil qu'il aurait aimé que quelqu'un lui donne des années auparavant. Puis Georges aide Diane à se relever du canapé et ils sortent par notre porte d'entrée. Diane ne regarde toujours personne. Et je les regarde traverser la pelouse jusqu'à leur maison voisine. Oliver et moi nous tenons dans notre salon, entourés de toute sa mise en scène romantique. Les lumières tamisées créant des ombres sur les murs. Ces nouveaux draps qu'il a achetés, toujours sur le canapé où il les avait disposés. La musique qui joue toujours ce jazz mielleux. Un saxophone faisant des gammes lentes qui sonnent obscènes maintenant. Oliver ouvre la bouche comme s'il allait dire quelque chose, mais je lève la main et je lui dis que j'ai besoin qu'il dorme dans la chambre d'amis ce soir parce que je ne peux même pas le regarder en ce moment. Ma voix sort stable même si mes mains tremblent. Oliver proteste immédiatement, dit que nous devons en parler. Que je lui ai tendu une embuscade. Que je l'ai humilié devant les voisins. Le mot « embuscade » me fait rire. Ce sont aigus qui ne semblent pas venir de moi. Je souligne qu'il s'est humilié lui-même en envoyant des textos à une femme mariée pendant 2 mois. En rejoignant des forums en ligne pour discuter de moi comme si j'étais un obstacle à surmonter. En planifiant tout cela sans mon consentement sincère. Je lui rappelle, jeune étalon 38, et, déesse dorée 61, tous ces messages demandant comment convaincre les épouses réticentes, le fait qu'il m'ait qualifié de « vanille » et ait dit que j'avais besoin de quelqu'un pour me montrer comment être amusante. Oliver continue de parler, les mots se bousculant, expliquant qu'il pensait que je finirais par voir la lumière, qu'il essayait de rendre notre mariage excitant, que c'était censé nous rapprocher. Il le dit comme s'il expliquait quelque chose d'évident que je suis juste trop têtu pour comprendre. Je lui demande comment détruire ma confiance et me traiter comme un problème à résoudre améliore quoi que ce soit. Il ouvre la bouche et la referme. Son visage passe par ces changements, essayant de trouver une réponse qui ait du sens, mais rien ne sort qui sonne juste. Il dit qu'il essayait d'aider, qu'il pensait que j'en avais besoin, qu'il le faisait pour nous. Chaque mot aggrave la situation parce qu'il ne comprend toujours pas. Il pense que le problème est qu'il s'est fait prendre, pas qu'il a passé des mois à planifier quelque chose sans se soucier de ce que je voulais réellement. Je lui dis que je dors dans notre chambre ce soir et qu'il doit prendre la chambre d'amis. Il me regarde comme si je l'avais giflé, mais il hoche la tête et ramasse son téléphone sur la table basse. La musique joue toujours ce stupide jazz mielleux et je vais l'éteindre. Le silence semble lourd et épais. Oliver porte son oreiller dans le couloir et j'entends la porte de la chambre d'amis se fermer. Je vais dans notre chambre et je m'assois sur le bord du lit. Les draps sont les mêmes que nous avons depuis des années, pas les nouveaux qu'il a achetés pour sa nuit de fantasmes. Je m'allonge, mais mon cerveau ne veut pas s'éteindre. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois Oliver dehors en train de réparer la clôture de Diane, passant 3 heures sur un travail de 5 minutes. Je le vois prendre un café avec elle pendant que j'étais au travail, discutant des limites et de la dynamique comme s'il planifiait des vacances. Je vois ses messages textes avec les émojis aubergines et son nom d'utilisateur, jeune étalon 38, demandant à des étrangers comment convaincre sa femme réticente. Le message sur le forum où il m'a traité de « vanille » et a dit que j'avais besoin de quelqu'un pour me montrer comment être amusante. 2 mois de planification dans mon dos.
2 mois où il a décidé de ce dont notre mariage avait besoin sans me le demander. 2 mois à construire toute cette réalité parallèle où Diane était sophistiquée et où j'étais l'obstacle. Je fixe le plafond et je compte les fois où il s'est porté volontaire pour l'aider. Les courses, les gouttières, la clôture, la poignée de porte, le jardinage, toujours quand elle était dehors, trouvant toujours des raisons d'être près d'elle. Et je pensais qu'il était un bon voisin. Je lui faisais confiance parce que c'est ce qu'on fait dans un mariage. On fait confiance à son partenaire pour qu'il dise la vérité, pour qu'il vous inclue dans les grandes décisions, pour qu'il se soucie de vos sentiments. Il a pris cette confiance et l'a utilisée pour planifier quelque chose qu'il savait que je ne voudrais pas. L'horloge indique 2 heures du matin et je n'ai toujours pas dormi. Je me lève et je vais à la cuisine pour boire de l'eau. Le salon sent encore le vin, et je peux voir des taches sombres sur le carrelage où la bouteille de Diane s'est brisée. Je pense à Georges qui l'aide à se relever, en disant « pas encore ». Avec cette voix fatiguée. 4 fois qu'elle fait ça. 4 quartiers de couple qu'elle a poursuivis pendant que Georges conduisait des camions à travers le pays. Et Oliver pensait qu'elle était sophistiquée. Il pensait qu'elle était une perle rare. Il pensait que nous avions de la chance qu'elle soit intéressée. La lumière du matin traverse la fenêtre de la chambre, et j'ai l'impression de ne pas avoir dormi du tout. J'entends Oliver bouger dans la cuisine et je sens le café couler. Je m'habille et je sors. Il est debout près de la cafetière, l'air pire que moi. Ses cheveux en bataille, des cernes sombres sous les yeux. Il me verse une tasse sans me le demander et la fait glisser sur le comptoir. Il dit qu'il est désolé, qu'il s'est laissé emporter, qu'il a fait des erreurs, mais qu'il m'aime et qu'il veut arranger ça. Les mots semblent répétés comme s'il les avait répétés depuis 3 heures du matin. Je prends une gorgée de café et je lui demande ce qu'il pense spécifiquement devoir arranger. Il dit tout, la planification, le fait de ne pas tout me dire, de me mettre mal à l'aise. Je remarque qu'il ne dit rien sur le vrai problème. Je lui demande s'il pense que le problème est que tu t'es fait prendre ou que tu l'as fait en premier lieu. Il cligne des yeux comme s'il ne comprenait pas la question. Il dit les deux, qu'il n'aurait pas dû le faire et qu'il n'aurait certainement pas dû me laisser le découvrir comme ça. Me laisser le découvrir. Comme si le problème était ma découverte, pas ses actions. Je pose ma tasse de café et je lui dis que je ne peux pas faire ça maintenant. J'ai besoin d'espace pour réfléchir et je vais rester chez Delphine quelques jours. Son visage devient blanc et il demande si je le quitte, si cela signifie le divorce. Sa voix se brise sur le mot « divorce ». Je lui dis honnêtement que je ne sais pas encore parce que je ne peux pas penser clairement en vivant avec quelqu'un qui m'a traité de cette façon. Il commence à argumenter, disant que nous devons surmonter cela ensemble, que fuir ne résoudra rien. Je souligne que je ne fuis pas. Je prends de l'espace que j'ai demandé et il doit respecter cela. Il a l'air de vouloir en dire plus, mais quelque chose dans mon visage l'arrête. Je retourne dans la chambre et je sors ma valise du placard. Je mets assez de vêtements pour une semaine, mes articles de toilette, mon chargeur de téléphone. Oliver reste dans l'embrasure de la porte, me regardant plier des chemises et rouler des chaussettes. Il demande quand je reviens et je lui dis que je ne sais pas. Il demande s'il peut m'appeler et je dis seulement si c'est important, de ne pas me mettre la pression ou de me surveiller. J'envoie un texto demandant si son offre de rester est toujours valable. Elle répond en 30 secondes en disant qu'elle part maintenant pour venir me chercher. Oliver me suit jusqu'au salon où j'attends près de la fenêtre avec ma valise. Il n'arrête pas de commencer des phrases et de ne pas les finir. Finalement, il demande ce qu'il est censé dire aux gens s'ils demandent où je suis. Je lui suggère de leur dire la vérité pour une fois. La voiture de Delphine arrive et je suis dehors avant qu'Oliver puisse dire quoi que ce soit d'autre. Elle sort et me serre fort dans ses bras, là, sur la pelouse, sans se soucier qu'Oliver regarde par la fenêtre ou que Diane puisse voir de la maison d'à côté. Elle prend ma valise et la met dans son coffre et je me glisse sur le siège passager. Alors que nous nous éloignons, je vois Oliver debout dans l'embrasure de la porte, l'air plus petit que je ne l'ai jamais vu. Delphine ne pose pas de questions tout de suite. Elle conduit juste et me laisse à mes pensées. Après quelques pâtés de maison, elle demande ce dont j'ai besoin d'elle. Du silence, des conseils ou juste une présence. Je lui dis que je ne sais pas encore et elle hoche la tête comme si c'était une réponse parfaitement acceptable. Elle dit que sa chambre d'amis est à moi aussi longtemps que j'en aurai besoin et que Donovan sait déjà qu'il doit nous laisser de l'espace. Je ressens cette vague de soulagement d'avoir un endroit où aller. Quelqu'un qui comprend que je n'ai peut-être pas toutes les réponses en ce moment. Nous nous arrêtons à un feu rouge et Delphine se penche et me serre la main.
Elle dit, quelle que soit ma décision concernant mon mariage, elle me soutient. Le feu passe au vert et nous nous dirigeons vers sa maison en silence, mais c'est le genre de silence confortable où l'on n'a pas besoin de remplir l'espace avec des mots. La maison de Delphine sent le café et quelque chose qui cuit. Donovan est dans la cuisine en train de sortir des biscuits du four, et il me lance ce regard qui est à moitié sympathie et à moitié colère en mon nom. Il dit qu'il sort pour nous laisser de l'espace, mais avant de partir, il a besoin de dire quelque chose. Il pose la plaque à biscuits et me regarde directement. Il me dit que ce qu'Oliver a fait était tordu, et que je mérite mieux que d'être traité comme un obstacle au fantasme de quelqu'un. Son point de vue masculin direct est dans quelque sorte parce qu'il confirme que je ne surréagis pas ou que je ne suis pas trop sensible comme Oliver l'a laissé entendre. Donovan dit, tout homme qui passe 2 mois à planifier quelque chose comme ça sans le consentement sincère de sa femme a oublié ce que signifie le mariage. Puis il prend ses clés et part par le garage. Delphine nous verse à toutes les deux du café et nous nous asseyons à sa table de cuisine avec les biscuits chauds entre nous. Elle me demande de tout lui raconter depuis le début. Je lui parle du comportement étrange d'Oliver avec Diane, de son aide excessive, de la réparation de la poignée de porte qui a duré 3 heures. Je lui parle de la conversation sérieuse où il a proposé d'inviter Diane dans notre chambre, de la découverte des textos et des messages sur le forum, de l'apprentissage du fait que Diane était mariée et du contact avec George. Je lui raconte la confrontation avec George qui est arrivé au lieu de participer à la rencontre prévue par Oliver. Delphine écoute sans m'interrompre, son visage se durcissant au fur et à mesure que l'histoire avance. Quand j'ai fini, elle se penche en arrière et dit qu'Oliver n'a pas seulement fait une erreur. Elle compte sur ses doigts tous les choix distincts qu'il a fait pendant 2 mois. Chaque texto à Diane était un choix. Chaque message sur le forum demandant comment convaincre les épouses réticentes était un choix. Chaque rendez-vous café pour discuter de la dynamique et des limites était un choix. Chaque mensonge sur où il était ou ce qu'il faisait était un choix. Chacun d'eux était une décision distincte de faire passer ses désirs avant mon confort, ma sécurité et ma dignité. Elle le dit comme si elle construisait un dossier, et soudain je le vois aussi de cette façon. Pas une grosse erreur, mais des dizaines de petites trahisons qui ont abouti à quelque chose d'énorme. J'avoue à Delphine qu'une partie de moi se sent stupide de ne pas avoir vu les signes plus tôt. J'ai cru que son aide envers Diane était innocente, que ses longues conversations avec elle n'étaient que de la courtoisie de voisinage. Delphine tend la main sur la table et attrape ma main. Elle me rappelle que la confiance dans le mariage est censée être la norme. On est censé pouvoir faire confiance à son partenaire pour qu'il dise la vérité, pour qu'il vous inclue dans les décisions, pour qu'il se soucie de vos sentiments. Elle dit qu'Oliver a exploité cette confiance plutôt que de l'honorer, et que c'est de sa faute, pas de la mienne. Elle souligne que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. C'est pourquoi j'ai commencé à faire attention. Pourquoi j'ai trouvé son téléphone déverrouillé. Pourquoi j'ai regardé ses messages. Mon instinct savait que quelque chose n'allait pas, même si mon cerveau voulait croire le meilleur de lui. Nous parlons pendant des heures, passant en revue chaque détail, et Delphine m'aide à voir des schémas que je n'avais pas entièrement reconnus. Comme la façon dont les gestes romantiques d'Oliver impliquaient souvent qu'il décidait de ce que je voulais sans me le demander. Comment il planifiait des soirées surprises dans des restaurants que je n'aimais pas ou m'achetait des cadeaux qui étaient plus à son goût qu'au mien. Comment il disait aux gens que nous essayions de nouvelles choses dans notre mariage sans vérifier si j'étais à l'aise qu'il partage cela. Toutes ces petites façons dont il me traitait comme un projet à gérer plutôt que comme une partenaire avec qui communiquer. Le soleil se couche derrière la fenêtre de la cuisine de Delphine et je me rends compte que nous parlons depuis 6 heures. Mon téléphone a vibré dans ma poche, mais je l'ai ignoré. Je le sors enfin et je vois 12 textos d'Oliver me demandant quand je rentre à la maison, si nous pouvons parler, si je vais bien, si cela signifie que nous nous séparons. Chaque message devient plus inquiet et désespéré. Je suis agacé qu'il ne puisse même pas me donner un jour d'espace sans que cela tourne autour de son anxiété. Le lendemain matin chez Delphine, je me réveille dans sa chambre d'amis et pendant une seconde j'oublie où je suis. Puis tout revient en bloc et je me souviens que je ne suis pas dans mon propre lit parce que mon mari a passé 2 mois à prévoir de coucher avec notre voisine. Mon téléphone affiche d'autres textos d'Oliver pendant la nuit. Un à 23 heures me demandant si je suis en sécurité. Un à 2 heures du matin disant qu'il ne peut pas dormir. Un à 6 heures me demandant s'il peut m'appeler. Je réponds par un seul message lui disant que je parlerai quand je serai prête et qu'il doit me donner l'espace que j'ai demandé au lieu de rendre les choses plus difficiles avec un contact constant. Il répond immédiatement en me demandant de combien de temps j'ai besoin et je ne réponds pas parce que je ne sais vraiment pas. Delphine frappe doucement et entre avec du café.
Elle s'assoit sur le bord du lit et me demande comment j'ai dormi. Je lui dis que ce n'est pas génial et elle hoche la tête comme si elle s'y attendait. Elle dit qu'elle a réfléchi à tout ce que je lui ai dit hier et qu'elle veut suggérer quelque chose, mais que je peux dire non si je ne suis pas prête. Je m'assois et je prends la tasse de café. Elle me dit que je pourrais vouloir parler à un conseiller professionnel pour tout digérer. Elle recommande quelqu'un du nom de Fiona Harvey, qui travaille avec des personnes confrontées à la trahison relationnelle et à la confiance brisée. Je ressens cette résistance immédiate, comme si parler à un thérapeute signifiait admettre que mon mariage est brisé au-delà de toute réparation. Delphine doit le voir sur mon visage car elle dit que chercher du soutien n'est pas admettre sa défaite. C'est en fait prendre le contrôle de ma guérison au lieu de laisser les choix d'Oliver contrôler ce que je ressens. Elle souligne que je fais face à sa trahison depuis des jours maintenant. Et avoir quelqu'un de formé pour aider les gens à traverser cela pourrait me donner des outils que je n'ai pas par moi-même. J'y pense en buvant mon café. Une partie de moi veut gérer ça toute seule. Prouver que je n'ai pas besoin d'aide. Mais une autre partie sait que je suis en train de me noyer et que peut-être tendre la main vers une bouée de sauvetage n'est pas une faiblesse. Je demande à Delphine le numéro de Fiona Harvey, et elle est déjà en train de le chercher sur son téléphone. Je sors le numéro de Fiona Harvey sur mon téléphone et je le fixe pendant 1 minute avant d'appuyer sur appeler. Le téléphone du bureau sonne 3 fois avant que quelqu'un ne décroche. Une femme à la voix calme me demande comment elle peut m'aider. Je lui dis que j'ai besoin de prendre un rendez-vous et elle me demande si j'ai déjà vu Fiona. Je dis, non, c'est ma première fois. Elle me demande ce qui m'amène et je me rends compte que je dois expliquer tout ce gâchis à une inconnue. Je lui donne la version courte sur le fait que mon mari prévoyait de coucher avec notre voisine dans mon dos et comment j'ai découvert qu'elle était mariée. Il y a une pause sur la ligne comme si elle était en train de digérer ce que je viens de dire. Puis elle me dit que Fiona a de l'expérience avec les cas impliquant des violations de limites et la reconstruction de la confiance. Elle dit que Fiona a une ouverture jeudi après-midi à 15h. Je la prends. Après avoir raccroché, je ressens ce mélange bizarre de soulagement et d'appréhension parce que prendre le rendez-vous rend tout plus réel. Comme si j'admettais officiellement que mon mariage est assez brisé pour avoir besoin d'une aide professionnelle. Delphine revient dans la chambre d'amis et me demande si j'ai appelé. Je hoche la tête et je lui parle du rendez-vous de jeudi. Elle me serre l'épaule et me dit que je fais ce qu'il faut en cherchant du soutien au lieu d'essayer de gérer ça seule. 2 jours plus tard, je suis assise sur le canapé de Delphine en train de lire quand on frappe fort à la porte d'entrée. Delphine est à l'étage et Donovan est dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Il va répondre et j'entends la voix d'Oliver demander où je suis. Donovan lui dit que j'ai demandé de l'espace et qu'Oliver doit respecter cela. La voix d'Oliver devient plus forte, disant « C'est ma femme, et j'ai le droit de lui parler ». Je peux tout entendre depuis le salon. La réponse de Donovan est ferme et claire. Il dit « Les droits vont dans les 2 sens, et j'ai le droit à l'espace quand je le demande ». Oliver essaie de le pousser, mais Donovan bloque l'entrée. Il est plus grand qu'Oliver et ne bouge pas. Oliver exige de savoir quand je rentre à la maison, et Donovan lui dit que c'est entre moi et Oliver quand je serai prête à en discuter. Pas avant. Oliver argumente pendant encore 1 minute, mais Donovan reste là, solide et imperturbable jusqu'à ce qu'Oliver abandonne finalement et parte. J'entends sa voiture démarrer et s'éloigner. Donovan ferme la porte et vient dans le salon. Je le remercie d'avoir fait obstruction et il s'assoit en face de moi. Il dit qu'il était évident qu'Oliver avait besoin d'entendre une limite ferme de la part d'un autre homme. Puis il ajoute que la façon dont Oliver a dit « c'est ma femme », comme si c'était une revendication de propriété l'a vraiment dérangé. Il souligne qu'Oliver me traitait comme une propriété plutôt que comme une personne avec sa propre volonté. C'est exactement le problème avec tout ce qu'Oliver a fait. Donovan dit qu'Oliver a agi comme s'il avait le droit de prendre des décisions concernant mon corps et ma vie intime sans mon consentement réel, simplement parce que nous sommes mariés. Je suis reconnaissante que Donovan comprenne sans que j'aie à l'expliquer. Jeudi arrive et je me rends au bureau de Fiona Harvey dans un immeuble du centre-ville. La salle d'attente a des chaises confortables et un éclairage doux. Je remplis des formulaires d'admission me demandant des informations sur mes antécédents médicaux et ma situation actuelle. Quand Fiona m'appelle, elle est plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être au début de la quarantaine, avec des yeux bienveillants et une présence calme. Son bureau a un canapé et 2 fauteuils. Je prends le canapé. Elle me demande de lui dire ce qui m'a amené, et je commence à parler. Dire tout à voix haute à une inconnue le rend plus réel et permanent. Comme si une fois que je prononce les mots, ils deviennent des faits solides au lieu de ce cauchemar dont je pourrais me réveiller.
Fiona écoute sans interrompre ni juger. Elle prend des notes parfois, mais surtout elle est attentive. Quand j'ai fini, elle pose des questions qui m'aident à voir des schémas que je n'avais pas entièrement reconnus, comme la façon dont les gestes romantiques d'Oliver impliquaient souvent qu'il décidait de ce que je voulais sans me le demander. Elle me demande d'autres fois où il a fait des suppositions sur mes préférences. Je me rends compte qu'il le faisait constamment. Il planifiait des soirées surprises dans des restaurants que je n'aimais pas parce qu'il les aimait. Il m'achetait des vêtements dans des styles qu'il préférait. Il disait aux gens que nous essayions de nouvelles choses dans notre mariage sans vérifier si j'étais à l'aise qu'il partage cela. Toutes ces petites façons dont il me traitait comme un projet à gérer plutôt que comme une partenaire avec qui communiquer. Honnêtement, Fiona m'aide à voir que la situation avec la voisine n'était pas un incident isolé, mais le plus grand exemple d'un schéma qui existait depuis des années. Fiona explique que reconstruire la confiance après ce genre de violation ne consiste pas à pardonner rapidement ou à passer à autre chose. Elle dit qu'il s'agit pour Oliver de faire un travail soutenu pour comprendre pourquoi il s'est senti en droit de faire ses choix. Il doit démontrer par des actions au fil du temps qu'il a changé sa façon de penser. Elle est claire sur le fait que ce genre de changement prend des mois ou des années, pas des semaines. Elle m'avertit que certaines personnes s'excusent et promettent de changer, mais qu'elles ne font en réalité que gérer les sentiments de leur partenaire pour retrouver le confort. Un vrai changement exige d'examiner pourquoi quelqu'un s'est senti en droit de violer les limites en premier lieu. Cela signifie s'asseoir avec l'inconfort et la honte au lieu de se précipiter pour se sentir mieux grâce à des assurances. Elle demande si Oliver a montré une quelconque compréhension de la raison pour laquelle ce qu'il a fait était mal, au-delà du simple fait de se sentir mal d'avoir été pris. Je pense à ses excuses et je me rends compte qu'elles ont surtout porté sur le fait qu'il se sentait mal et qu'il voulait que je lui pardonne pour qu'il puisse cesser de se sentir mal, et non sur la compréhension de ce qu'il m'a fait. Fiona hoche la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Elle dit que c'est la différence entre quelqu'un qui veut éviter les conséquences et quelqu'un qui veut réellement changer. Je demande à Fiona si elle pense que les mariages peuvent se remettre de trahison comme celle-ci. Elle reste silencieuse un moment avant de répondre. Elle dit que certains le font et d'autres non, selon que la personne qui a causé le tort est prête à faire un travail sincère plutôt que de simplement gérer les sentiments de son partenaire. Elle explique que la guérison exige que le traître assume l'entière responsabilité sans excuse, qu'il comprenne l'impact de ses actions et qu'il change la pensée qui a conduit à la trahison en premier lieu. Cela exige également que le partenaire trahi soit prêt à rester ouvert à la reconstruction de la confiance s'il constate un réel changement. Mais elle est claire sur le fait que tous les mariages ne doivent pas être sauvés. Parfois, le choix le plus sain est de partir. Elle dit que je dois observer les réactions d'Oliver au fil du temps pour voir dans quelle catégorie il se situe. Devient-il sur la défensive lorsque j'exprime ma peine ou écoute-t-il et valide-t-il mon expérience? Cherche-t-il des excuses ou assume-t-il l'entière responsabilité? S'attend-il à ce que je m'en remette rapidement, ou comprend-il que cela prendra le temps qu'il faudra? Cette distinction m'aide à comprendre ce que je dois surveiller dans le comportement d'Oliver à l'avenir. Ce soir-là, Oliver m'envoie un texto me demandant si je veux le rencontrer pour un café pour parler. Il promet de ne pas me mettre la pression pour que je rentre à la maison. Je fixe le message pendant un moment avant de répondre que je le rencontrerai demain au café de la rue principale à 10 h. Delphine me voit regarder mon téléphone et me demande si tout va bien. Je lui parle de la demande d'Oliver et que j'ai accepté de le rencontrer. Elle propose d'attendre dans sa voiture à proximité au cas où j'aurais besoin de renfort. J'accepte parce que sa présence me rassure. J'envoie un texto à Oliver pour confirmer l'heure et le lieu. Il répond immédiatement par un simple « OK » et un emoji cœur. L'emoji cœur semble présomptueux, comme s'il pensait que nous sommes déjà sur le point de revenir à la normale. Je n'y réponds pas. Le lendemain matin, j'arrive au café 5 minutes en avance. Delphine se gare de l'autre côté de la rue où elle peut voir à travers la fenêtre. Je commande un thé et je m'assois à une table dans le coin. Oliver arrive exactement à l'heure, l'air terrible. Il a des cernes sous les yeux et ses vêtements sont froissés comme s'il avait dormi dedans. Il commande un café et s'assoit en face de moi. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il se lance dans des excuses sur le fait qu'il a tout gâché et qu'il veut faire tout ce qu'il faut pour nous arranger. Ses mots sortent vite et désespérés. Je lève la main pour l'arrêter. Je lui dis que j'ai besoin qu'il écoute plus qu'il ne parle en ce moment parce que sa version de l'arrangement des choses a été le problème. Il ferme la bouche et hoche la tête, mais je peux voir à quel point c'est difficile pour lui de ne pas continuer à parler. Je dis à Oliver que j'ai besoin qu'il comprenne qu'il n'a pas seulement fait une erreur ou qu'il s'est laissé emporter. Il a systématiquement prévu de violer mes limites pendant 2 mois.
Il a discuté de moi avec une autre femme comme si j'étais un obstacle à surmonter. Il a créé toute une vie secrète autour de ce fantasme avec des messages sur des forums, des textos et des rendez-vous au café. Chacun de ses choix était un choix distinct qui montrait qu'il accordait la priorité à ses désirs plutôt qu'à mon humanité. Je regarde son visage pendant que je parle. Il baisse les yeux sur sa tasse de café et sa mâchoire se crispe. Je peux dire qu'il veut se défendre, mais il essaie de se retenir. Je continue. Je lui dis que chaque texto à Diane était un choix. Chaque message sur le forum demandant comment me convaincre était un choix. Chaque mensonge sur l'endroit où il allait était un choix. Des centaines de choix pendant 2 mois pour me trahir tout en prétendant que tout allait bien. Oliver prend enfin la parole, essayant d'expliquer qu'il pensait améliorer notre mariage. Il dit avoir lu en ligne que les couples qui essaient de nouvelles choses restent ensemble plus longtemps. Il avait peur que nous devenions ennuyeux. Sa voix se brise quand il dit « ennuyeux », comme si c'était la pire chose qui pouvait arriver. Je souligne que sa peur de l'ennui ne justifie pas de me traiter comme un projet à réparer plutôt que comme une partenaire avec qui communiquer. Honnêtement, je lui demande pourquoi j'ai besoin de voir si les changements d'Oliver sont réels ou simplement une performance temporaire. J'envoie un texto à Oliver pour lui dire que je veux rentrer à la maison, mais que j'ai des conditions dont nous devons discuter d'abord. Il appelle immédiatement au lieu de répondre par texto, et je réponds. Il a l'air enthousiaste et plein d'espoir, et je le coupe avant qu'il ne puisse commencer à faire des promesses. Je lui dis que j'ai besoin qu'il dorme dans la chambre d'amis indéfiniment, que je ne suis pas prête à partager un lit ou à être physiquement proche. J'ai besoin qu'il respecte mes limites émotionnelles sans me pousser à parler de nous ou à travailler sur la relation avant que je sois prête. J'ai besoin qu'il continue sa thérapie individuelle chaque semaine et qu'il me montre qu'il fait réellement le travail, pas seulement qu'il fait semblant. Oliver accepte tout rapidement, peut-être trop rapidement. Et je me demande s'il comprend vraiment ce que je demande ou s'il dit simplement oui pour me faire revenir à la maison. Je lui dis que je rentrerai demain et qu'il a intérêt à ce que la chambre d'amis soit bien préparée. Le lendemain, Delphine m'aide à faire mes valises et me ramène à la maison. La voiture d'Oliver est dans l'allée, et quand j'entre avec mon sac, la maison sent les produits de nettoyage. Il a tout récuré, passé l'aspirateur sur tous les tapis, fait toute la lessive. Le salon est différent, et il me faut 1 minute pour me rendre compte qu'il a réarrangé les meubles, déplacé le canapé de l'endroit où il était positionné cette nuit-là quand il avait prévu sa mise en scène romantique. Il a également enlevé l'interrupteur variateur qu'il avait installé et a remis l'interrupteur normal. Oliver se tient dans l'embrasure de la porte de la cuisine, l'air nerveux, et n'essaie pas de me prendre dans ses bras ou de me toucher. Il dit juste « Bienvenue à la maison », tranquillement et me demande si j'ai besoin d'aide avec mon sac. Je lui dis que je m'en occupe et je monte mes affaires dans notre chambre, qui est maintenant juste ma chambre. La porte de la chambre d'amis est ouverte et je peux voir qu'Oliver y a déplacé ses vêtements et ses articles de toilette, installé son ordinateur portable sur le petit bureau. Les draps de notre lit sont différents, des neufs que je n'ai jamais vus auparavant, et je suis reconnaissante qu'il ait remplacé ceux qu'il avait achetés spécifiquement pour coucher avec Diane. Vivre dans la même maison qu'Oliver tout en gardant ses distances est étrange et inconfortable. Les premiers jours, il est très prudent avec moi, me laissant de l'espace et n'essayant pas de forcer les conversations. Il fait du café le matin et le laisse sur le comptoir pour moi, mais ne reste pas à attendre des remerciements. Il fait sa propre lessive et cuisine ses propres repas, sauf si je dis spécifiquement que je veux que nous mangions ensemble. Je l'observe pour voir si ce comportement respectueux durera ou s'il retombera dans ses travers en voulant ce qu'il veut. Un soir, je remarque que le téléphone d'Oliver est posé face visible sur la table basse, et je peux voir qu'il a supprimé Diane de ses contacts. Il me montre sans que je le lui demande qu'il a bloqué son numéro et l'a supprimé de tous ses réseaux sociaux. Il ouvre son Instagram et son Facebook pour prouver qu'elle n'y est plus. Il me montre aussi qu'il a cessé de suivre ses forums sur les écarts d'âge et qu'il a supprimé son compte. Je hoche la tête mais ne le remercie pas car ce sont des choses qu'il n'aurait jamais dû faire en premier lieu, pas des réalisations qui méritent des éloges. Le lendemain matin, je prends un café et je vois par la fenêtre de la cuisine que Diane est dehors en train de vérifier son courrier. Oliver descend et je regarde pour voir ce qu'il va faire. Il jette un coup d'œil par la fenêtre, la voit, et remonte immédiatement dans sa chambre au lieu de trouver une excuse pour sortir comme il le faisait avant. Plus tard dans la semaine, je travaille dans le jardin et Diane s'approche de son côté de la clôture. Elle essaie d'engager la conversation et je l'ignore complètement, arrachant les mauvaises herbes et faisant comme si elle n'existait pas. Oliver sort et nous voit et au lieu de se joindre à la conversation ou d'essayer d'aider Diane avec quelque chose,
il me demande si j'ai besoin de quelque chose de l'intérieur, puis rentre dans la maison. Ces petites actions comptent plus que ses paroles parce qu'elles montrent qu'il change réellement son comportement envers elle au lieu de simplement promettre de le faire. Le camion de Georges est garé dans leur allée la plupart des jours maintenant au lieu d'être parti pendant des semaines. Et je me demande s'il donne enfin suite à l'établissement de véritables limites avec Diane ou s'il la surveille simplement de plus près. Quoi qu'il en soit, leur maison reste silencieuse et je ne vois plus Diane rôder dans le quartier comme elle le faisait. Ma prochaine séance de thérapie avec Fiona a lieu un mardi après-midi et je suis assise dans son bureau, fatiguée de toutes les réflexions que j'ai menées sur mon mariage. Elle me demande comment je gère les décisions que je dois prendre et je lui dis que certains jours sont plus clairs que d'autres. Elle hoche la tête et dit que c'est normal. Que la guérison après une trahison ne suit pas une ligne droite où l'on se sent mieux chaque jour jusqu'à ce que l'on soit soudainement bien. Certains jours, je me réveille en pensant que peut-être Oliver et moi pouvons reconstruire quelque chose de plus fort que ce que nous avions auparavant. Quelque chose de construit sur une véritable honnêteté au lieu de suppositions que nous n'avons jamais réellement discutées. D'autres jours, je ne peux pas imaginer lui faire confiance à nouveau parce que chaque fois que je me souviens de ses textos ou que je pense à lui en train de planifier tout cela dans mon dos. La colère est fraîche et vive. Fiona me dit que les deux sentiments sont valables et que je n'ai pas à en choisir un et à m'y tenir pour toujours. Elle dit que j'ai le droit de prendre tout le temps dont j'ai besoin pour décider de mon mariage et qu'il n'y a pas de date limite pour le pardon ou la réconciliation. Le soulagement que je ressens en entendant cela est énorme car je me suis mise la pression pour tout régler rapidement, soit pardonner à Oliver et aller de l'avant, soit décider de divorcer et en finir. Mais Fiona dit que la vraie guérison prend le temps qu'il faut. Et se précipiter pour avoir une réponse n'aide en fait personne. Ce soir-là, Oliver frappe doucement à la porte de la chambre et demande si nous pouvons dîner ensemble, non pas pour parler de notre relation ou de ce qui se passera ensuite, juste pour manger un repas et parler de nos journées comme nous le faisions avant que tout ne s'effondre. J'accepte avec prudence et nous nous asseyons à la table de la cuisine avec les pâtes qu'il a préparées et la conversation est maladroite au début avec de longues pauses où nous cherchons tous les deux des sujets sûrs. Il me parle d'un projet au travail et je mentionne quelque chose de drôle que Delphine a dit hier et lentement la tension se relâche juste un peu. Je me rends compte à mi-chemin du repas que cela m'a en fait manqué. La simple compagnie de partager de la nourriture et une conversation avec quelqu'un qui me connaît bien. La trahison est toujours là, assise entre nous comme une troisième personne à table. Mais il y a aussi 12 ans d'histoire et toutes les bonnes choses de notre mariage qui existaient avant qu'Oliver ne décide de tout faire exploser. Quand nous finissons de manger, Oliver me remercie d'avoir accepté de dîner et ne pousse pas pour plus. Il ne demande pas si cela signifie que nous faisons des progrès ou si je lui ai pardonné. Il débarrasse simplement la vaisselle et retourne dans la chambre d'amis. Et j'apprécie qu'il apprenne à respecter les limites sans avoir besoin d'éloges pour cela. Quelques jours plus tard, Oliver mentionne lors d'une de nos brèves conversations dans la cuisine que son thérapeute l'aide à comprendre certaines choses sur lui-même. Il est prudent dans la façon dont il partage cela, ne l'utilisant pas comme une excuse, mais comme un véritable examen de conscience qui semble différent de sa défensive antérieure. Il dit qu'il travaille à comprendre pourquoi il s'est senti en droit de prendre des décisions concernant notre vie intime sans mon consentement sincère. Pourquoi il a pensé que planifier tout avec Diane puis me le présenter comme un fait accompli était acceptable. Son thérapeute lui aurait demandé de réfléchir à s'il me voyait comme une partenaire ayant un droit de regard égal ou comme quelqu'un dont les objections étaient des obstacles à gérer et à surmonter. Oliver admet qu'il se rend compte que c'était le second cas, que quelque part en cours de route, il a commencé à traiter mes limites comme des problèmes à résoudre plutôt que des limites à respecter. Il me dit qu'il examine également pourquoi il a donné la priorité à son fantasme plutôt qu'à la réalité, pourquoi l'idée de cette aventure avec Diane est devenue plus importante que la relation réelle qu'il avait avec moi. J'écoute sans trop commenter car j'ai besoin de voir si ces prises de conscience conduisent à de réels changements de comportement au fil du temps, et pas seulement à une prise de conscience qui s'estompe une fois la crise immédiate passée. Je rencontre Georges aux boîtes aux lettres du quartier un matin et nous nous figeons tous les deux pendant une seconde avant de nous saluer. Il s'excuse à nouveau pour le comportement de Diane et pour tout ce gâchis. Et je peux voir qu'il est épuisé de gérer ce schéma qui ne cesse de se répéter. Je lui dis que je suis désolé qu'il doive faire face à cela encore et encore, que ce doit être difficile de rentrer à la maison après de longs voyages de travail pour découvrir que votre femme a poursuivi d'autres personnes dans votre dos. Georges hoche la tête et dit que cette fois est différente, cependant, qu'il a réellement insisté sur une thérapie de couple et a donné à Diane des conséquences claires si elle viole à nouveau les limites. Il dit qu'il l'aime, mais qu'il est fatigué d'être celui qui absorbe simplement les dégâts et prétend que tout va bien jusqu'au prochain quartier, le prochain couple sur lequel elle se fixe.
Je peux entendre la résolution dans sa voix, et j'espère pour lui que Diane fera réellement le travail cette fois-ci au lieu de simplement promettre de changer jusqu'à ce que George parte pour son prochain voyage. En rentrant chez moi après avoir parlé à George, je pense aux limites et à ce dont j'ai besoin pour l'avenir avec Oliver. Entendre que George fixe enfin de vraies limites avec Diane me fait réaliser que je dois faire la même chose, que même si Oliver et moi décidons de reconstruire notre mariage, ce devra être un mariage complètement différent de celui que nous avions auparavant. Nous avons besoin d'accords explicites sur la communication, le consentement et le respect, des choses que nous n'avions apparemment pas clairement établies même après 12 ans de vie commune. Je pensais que nous avions ces choses, mais les actions d'Oliver ont prouvé que nous ne les avions pas, ou du moins qu'il ne les comprenait pas de la même manière que moi. Tout mariage que nous construirons à partir de maintenant devra avoir ses limites écrites et discutées jusqu'à ce que nous soyons tous les deux parfaitement clairs sur ce qu'elles signifient, pas simplement supposées et tenues pour acquises. 4 semaines après la confrontation, Oliver me demande si je suis prête à commencer une thérapie de couple ensemble maintenant que nous avons tous les deux fait un travail individuel. J'y pense pendant une journée entière avant de répondre, car commencer une thérapie de couple me semble être une grande étape, comme si je disais que je suis prête à essayer de reconstruire au lieu de simplement décider de mettre fin aux choses. Mais je me rends compte que je veux voir comment nous communiquons sur des sujets difficiles avec un soutien professionnel avant de prendre des décisions finales sur la possibilité de sauver ce mariage. Je dis à Oliver, oui, je vais essayer la thérapie de couple avec lui. Et nous programmons notre première séance avec Fiona pour la semaine suivante. Notre première séance de thérapie de couple est intense d'une manière que je n'avais pas entièrement prévue, même si je savais que ce serait difficile. Fiona nous a tous les deux dans son bureau, et les problèmes semblent énormes et accablants lorsque nous sommes assis là ensemble à essayer d'en parler. Oliver essaie d'expliquer son point de vue, et je peux me sentir en colère en écoutant certaines de ses explications, et Fiona doit nous réorienter plusieurs fois lorsque la conversation commence à tourner en rond. Elle nous aide à comprendre que la reconstruction de la confiance exige qu'Oliver soit constamment digne de confiance au fil du temps. Pendant que je travaille à guérir de la trahison, et qu'aucun processus ne peut être précipité ou forcé, elle dit que la confiance n'est pas reconstruite par de grands gestes ou des promesses. Elle est reconstruite par de petites actions constantes, jour après jour, qui prouvent que quelqu'un a réellement changé. Oliver devra se montrer différent de dizaines de petites manières avant que je puisse me sentir en sécurité avec lui à nouveau. Et je devrais faire le travail de gérer ma peine et ma colère pour qu'elle n'empoisonne pas chaque interaction que nous avons. Fiona est claire sur le fait que ce processus prend des mois, voire des années, pas des semaines. Et il n'y a aucune garantie que cela fonctionnera. Certains mariages se remettent de trahison comme celle-ci, et d'autres non, et le résultat dépend de la volonté des deux personnes de faire un travail soutenu et difficile sans savoir si ce sera suffisant. Entre les séances de thérapie, Oliver continue de respecter les limites que nous avons fixées et de faire son propre travail individuel. Je remarque de petits changements dans la façon dont il communique avec moi qui semblent sincères, même si je reste prudente quant à leur durée. Il demande au lieu de supposer maintenant, vérifiant si je suis à l'aise avec les plans ou les décisions au lieu de simplement les prendre et de s'attendre à ce que je suive. Quand je dis que quelque chose me met mal à l'aise, il le reconnaît sans se mettre sur la défensive ou essayer de me convaincre que j'ai tort. Il remarque quand il m'a fait sentir que je n'étais pas entendu et s'excuse spécifiquement pour cela au lieu d'offrir de vagues excuses qui ne traitent pas de ce qu'il a fait. Ces changements comptent parce qu'ils sont à l'opposé de la façon dont il a agi pendant toute l'affaire Diane, où il a pris toutes les décisions sans moi et a traité mon inconfort comme quelque chose à surmonter plutôt qu'à respecter. Je surveille attentivement pour voir si ce nouveau schéma se maintient ou s'il retombera dans ses anciennes habitudes une fois la crise immédiate passée. Je me promène seul un après-midi et j'ai un moment de clarté qui me semble important. Même si ce n'est pas à propos d'Oliver en particulier, je me rends compte que nous restions mariés ou non, j'ai grandi grâce à cette expérience d'une manière qui compte pour toute ma vie. J'ai appris à me défendre au lieu de simplement suivre le mouvement pour maintenir la paix. J'ai appris à fixer des limites et à les faire respecter au lieu de laisser les gens les franchir à plusieurs reprises. J'ai appris à recueillir des informations et à prendre des décisions à partir d'une position de force plutôt que de peur ou d'obligation. Avant que tout cela n'arrive, j'aurais simplement accepté la proposition d'Oliver d'amener Diane dans notre lit, même si cela me mettait mal à l'aise, parce que j'ai été élevé en pensant que les bonnes épouses donnent la priorité au bonheur de leur mari et ne font pas de vagues. Mais j'ai découvert que je peux faire des vagues lorsque quelque chose viole mes valeurs fondamentales, et le monde ne s'arrête pas quand je le fais. Que mon mariage survive ou non, je suis différente maintenant d'une manière que je ne veux pas défaire. 2 mois après la confrontation,
Oliver et moi avons une conversation décisive qui semble différente de toutes nos tentatives précédentes pour discuter de ce qui s'est passé. Nous sommes assis dans le salon et il commence à parler du mal qu'il a causé. Et pour la première fois, il ne le minimise pas et n'essaie pas de l'expliquer avec le contexte de ses intentions ou de ses craintes. Il reconnaît simplement qu'il m'a traité comme un obstacle à son fantasme au lieu d'une partenaire dont les sentiments et les limites comptaient autant que ses désirs. Il exprime un remords sincère pour les mois de mensonges et de planification dans mon dos. Pour la violation d'avoir discuté de notre vie intime avec Diane à mon insu ou sans mon consentement, pour m'avoir fait sentir que mon inconfort était un problème avec moi plutôt qu'une réponse raisonnable à ces violations de limites. Oliver dit qu'il comprend maintenant que les bonnes intentions n'effacent pas les actions nuisibles. Que bien vouloir tout en blessant quelqu'un ne rend pas la blessure moins réelle. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, j'ai l'impression qu'il comprend réellement ce qu'il a fait plutôt que de simplement se sentir mal des conséquences auxquelles il est confronté. Cela ne règle pas tout et ne fait pas disparaître la trahison, mais c'est important car un vrai changement doit commencer par une vraie compréhension. Je dis à Oliver un soir après le dîner que je ne sais toujours pas si je peux lui faire entièrement confiance à nouveau ou si notre mariage peut réellement se remettre de cela. Il s'assoit en face de moi à la table de la cuisine et hoche lentement la tête, sans essayer de discuter ou de me convaincre que tout ira bien. Il dit qu'il comprend et qu'il ne s'attend pas à ce que j'aie des réponses maintenant. Le manque de pression est étrange car le vieil Oliver aurait eu besoin d'être rassuré, aurait poussé pour que je promette que nous irions bien pour qu'il puisse se sentir mieux. Cette version accepte simplement l'incertitude et dit qu'il continuera à faire le travail, que je décide de rester ou non. Je regarde son visage pour voir s'il gère mes sentiments pour se mettre à l'aise, mais je ne le vois pas. Il a l'air mal à l'aise de ne pas connaître notre issue, et il tolère cet inconfort au lieu de me faire le travail de réparer son anxiété. Cela en soi semble être un vrai changement, comme s'il apprenait enfin à s'asseoir avec les conséquences au lieu d'essayer de tout contrôler. Fiona nous guide dans la création d'accords écrits lors de notre prochaine séance de couple. Elle dit que nous avons besoin de compréhensions explicites sur la communication, les limites et le consentement à l'avenir, car nous ne les avions manifestement pas clairement établies auparavant. Oliver et moi nous asseyons avec des cahiers et écrivons réellement des choses comme la façon dont nous gérons les désaccords sur l'intimité, ce qui constitue une violation des limites, comment nous nous vérifierons mutuellement sur les niveaux de confort. Il est étrange de mettre ces choses sur papier comme si nous rédigions un contrat au lieu d'être des gens mariés qui devraient simplement savoir comment se traiter mutuellement. Mais Fiona souligne que supposer que nous savons simplement et exactement ce qui nous a amenés ici. Oliver a supposé qu'il pouvait planifier des choses sans mon consentement réel. J'ai supposé qu'il respectait mes limites sans avoir besoin qu'elles soient énoncées. Nous avons tenu pour acquis que nous étions sur la même longueur d'onde alors que nous lisions des livres complètement différents. Rédiger ces accords, c'est comme construire une nouvelle fondation puisque l'ancienne s'est avérée être faite de sable. Oliver suggère d'ajouter une règle sur la transparence totale avec l'accès au téléphone et à l'ordinateur. Et je suis surprise qu'il le propose sans que je le demande. Il dit qu'il veut que je puisse vérifier chaque fois que je m'inquiète, qu'il n'a plus rien à cacher maintenant, et qu'il veut le prouver par des actes. Je décide après une autre semaine d'observation des changements durables d'Oliver que je veux donner à notre mariage une véritable chance de se reconstruire. Il est constant depuis plus de 2 mois maintenant avec la thérapie, les limites, les changements de communication, et cela suggère une réelle croissance au lieu d'une simple panique à l'idée de me perdre. Je lui dis que je suis prête à réintégrer notre chambre, et son visage s'illumine avant qu'il n'ajoute rapidement que nous irons au rythme dont j'ai besoin. Je précise que partager un lit ne signifie pas que tout est réparé ou que la confiance est reconstruite. La confiance revient lentement par des actions constantes au fil du temps, pas par une seule décision d'essayer à nouveau. J'ai le droit de changer d'avis si les schémas commencent à revenir à ce qu'ils étaient avant. Oliver accepte tout cela sans essayer de négocier ou de pousser pour plus. Et nous réintégrons nos affaires dans notre chambre ce week-end. La première nuit est étrange, allongée à côté de lui à nouveau après des mois de séparation, mais aussi familière d'une manière que j'avais oublié avoir manqué. Nous ne faisons rien d'autre que dormir. Et Oliver ne fait pas pression pour plus. Il me dit juste bonne nuit et reste de son côté du lit. 6 mois après la confrontation avec George et Diane, Oliver et moi avons construit quelque chose de différent de ce que nous avions auparavant. Notre mariage implique maintenant des bilans hebdomadaires sur nos sentiments respectifs. Des conversations explicites sur des limites qui restaient autrefois tacites et une thérapie continue, à la fois individuelle et commune. Nous sommes plus honnêtes l'un envers l'autre que nous ne l'avons jamais été au cours des 12 premières années. Plus intentionnels pour nous assurer que nous consentons tous les deux réellement aux décisions au lieu qu'une personne suppose.
Oliver demande avant de faire des projets qui m'impliquent. Il vérifie mon niveau de confort avec les choses au lieu de deviner et reconnaît quand il m'a fait sentir que je n'étais pas entendu. Je fixe des limites sans m'excuser d'avoir des besoins. Je m'exprime quand quelque chose me dérange au lieu de me taire pour maintenir la paix et je fais confiance à mon propre jugement sur ce que je suis prête à accepter. Nous faisons tous les deux le travail pour construire quelque chose de plus sain que ce que nous avions. Quelque chose de basé sur la réalité au lieu de suppositions sur ce à quoi le mariage devrait ressembler. Je suis sincèrement heureuse du chemin que nous avons parcouru, même si je sais que nous porterons toujours la cicatrice de ce qui s'est passé. La trahison nous a changés de façon permanente, mais peut-être que ce n'est pas entièrement mauvais parce que le mariage que nous avions auparavant était construit sur le fait que je n'avais pas une pleine autonomie ou une pleine voix. Cette nouvelle version est celle où mes limites comptent autant que ses désirs, où nous sommes de vrais partenaires au lieu d'une personne essayant de gérer l'autre. Ce n'est pas le mariage que je pensais avoir il y a 12 ans, mais c'est un mariage en lequel je peux réellement avoir confiance car il est construit sur une communication honnête et un respect mutuel plutôt que sur des suppositions qui se sont avérées fausses.